que vous avez exercées en TD et qui permettent de calculer la capacité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Alors, il faut faire attention, hein, si le circuit C comprend n spires identiques, hein, mais ça c'est important, ben, le flux total à traverser, c'est n phi, phi étant le flux à travers une spire. Oui, très souvent, les élèves, ils oublient un petit peu ça, hein, c'est que si c'est une bobine de n spires qui crée le champ B, eh bien, le flux du champ B à travers cette bobine, c'est n fois le flux du champ B à travers une spire. Donc, très souvent, ce que l'on fait pour ne pas se tromper, moi, c'est ce que je conseille, c'est j'ai calculé le champ B créé par cette bobine de n spires, je calcule le flux de B à travers une de ces spires et je n'oublie pas, pour déterminer L, de revenir au flux total en multipliant par grand N le flux à travers une spire. Et pareil, vous faites attention, vous ne confondez pas, parce que ça, c'est souvent le piège. Dans beaucoup de formules, on voit apparaître le nombre de spires, donc grand N comme ici, et on voit aussi apparaître le nombre de spires par mètre, c'est-à-dire le nombre total de spires grand N divisé par la longueur du solénoïde. Donc, vous ne mélangez pas, hein, le nombre de spires par mètre et le nombre de spires. Dans la formule qui est ici, c'est bien le nombre total de spires. Alors, du coup, ce qui est intéressant pour vous, c'est l'expression de la FEM. Donc, l'expression de la FEM dans le cadre de l'auto-induction. Donc, l'auto-induction crée une source de FEM. Donc, cette source, elle vaut moins dφ sur dt. Et comme le flux par auto-induction vaut Li, eh bien, vous retombez sur l'expression qui vous est donnée. Donc, la FEM d'auto-induction créée dans un circuit parcouru par un courant I, c'est moins L des 2I sur dt. On voit bien que c'est conforme à la loi de modération, hein, parce qu'on voit que si dans le circuit, le courant augmente, alors, bien entendu, si le courant augmente, la dérivée du courant par rapport au temps devient positive, et par conséquent, la FEM d'auto-induction est négative. C'est la conséquence directe de la formule du dessus. Donc, on voit bien qu'elle est en train de s'opposer à la FEM du générateur qui débite I et qu'elle va tenter de le faire diminuer. Si au contraire, le courant I est en train de diminuer, eh bien, on est d'accord qu'une fonction décroissante, sa dérivée est négative, donc d de I sur dt est négatif, et donc la FEM d'induction, d'auto-induction, elle va être positive à cause de la formule moins L d de I sur dt. Donc là, au contraire, elle est en train de voir I diminuer, eh bien, elle se dit, je vais me rajouter à la FEM du générateur pour tenter de le faire augmenter. Donc, on est bien conforme, hein, le moins s'explique par la conformité à la loi de modération. Et bien entendu, si I est constant, on est d'accord qu'il n'y a pas de dérivée temporelle par rapport au temps, en tout cas qu'elle vaut 0, donc on n'a pas de phénomène d'induction. Donc, vous retenez aussi cette formule-là, hein, il faut connaître l'expression de la FEM d'auto-induction. Et on est d'accord, hein, c'est moins L d de I sur dt en convention générateur. Alors maintenant, le problème qui est un peu plus compliqué pour vous, parce que vous le découvrez aussi, c'est lorsque l'on a deux circuits, C1 et C2, donc on a deux circuits C1 et C2, formés de N1 et N de spires, qui sont placés dans un milieu magnétique parfait, qui peut être d'ailleurs du vide, et ces deux circuits sont parcourus par un courant I1 de T et I2 de T. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va choisir pour chaque circuit un sens positif permettant de compter algébriquement les courants I1 et I2 et de définir les normales N1 et N2 permettant de déduire les flux. Et ce qui va nous intéresser, c'est le calcul du flux Φ1,2 créé par le circuit C1 et embrassé par les N de spire de C2. Donc, ça, c'est très facile, hein. Le flux Φ1,2, finalement, c'est quoi? C'est le flux que le champ du champ B1 créé par le circuit 1 à travers les N de spire du circuit 2. Donc, ce flux il vaut N2 Φ1,2. Mon petit Φ1,2, c'est le flux à travers une spire. Et on écrit simplement l'expression du flux du champ B1 à travers les spires de la bobine 2. Alors, on est bien d'accord que l'orientation impose le signe. Si je change l'orientation, le signe va changer. Et ce qui est très intéressant, où là, il ne faut pas se tromper, c'est que c'est parce que c'est le circuit 1 qui le crée, et bien que ce flux est proportionnel au courant I1. Et il est proportionnel par une constante de proportionnalité qu'on appelle M1,2. Alors, bien entendu, on peut calculer le flux créé par le champ du circuit, du champ du circuit 2 à travers le circuit 1. Donc, le phi de 1,
flux créé par C2 est embrassé par les N-spires de C1. Donc, on retrouve bien sûr la formule symétrique. Et attention, ce qu'il faut bien vous rappeler, c'est que ce flux étant créé par le circuit 2, il est proportionnel à I2. C'est la seule chose dont il faut se rappeler. En auto-induction, il n'y a pas de problème, puisque le flux est celui du champ créé par le circuit lui-même, donc c'est donc proportionnel au courant qui traverse ce circuit. Par contre, en induction mutuelle, eh bien, il faut se rappeler qu'il y a qu'un des circuits crée un champ à travers l'autre, et que si l'on est en train de parler du flux, par exemple, du champ créé par le circuit 2 à travers le circuit 1, parce qu'on parle du champ magnétique créé par le circuit 2, la proportionnalité se fait par rapport à I2. Donc, ça nous donne un coefficient M2. Alors, démonstration que vous n'avez pas à connaître et qui vous simplifie la vie, c'est simplement que je veux vous montrer rapidement que finalement, cette constante de proportionnalité sera la même que je fasse le calcul à partir du circuit 1 ou à partir du circuit 2. Et pour le montrer, on utilise un théorème qui n'était plus au programme et que je vous ai rappelé, qui est le théorème de Maxwell. Donc, je vais très vite. L'idée, c'est que je laisse C1 fixe et je vais éloigner C2 jusqu'à l'infini à courant constant. Alors, le fameux théorème de Maxwell, c'est le théorème qui vous permet de calculer le travail des forces magnétiques subies par le circuit 2. Et en fait, ce travail des forces magnétiques, c'est I2, parenthèse, le flux final traversant le circuit 2, moins le flux que traversé par le circuit 2 dans sa position initiale. Donc, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi que si vous laissez C1 fixe et que vous envoyez C2 à l'infini, bien, le champ B1 à travers C2, on ne le verra plus parce qu'il se sera tellement atténué que C2 ne verra plus de champ à travers lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 0. Moins Φ1,2, Φ1,2 correspondant au flux envoyé par le circuit 1 à travers le circuit 2 pour la position de départ avant que j'éloigne C2 à l'infini. Et donc, après, je n'ai plus qu'à écrire mes relations. Le flux Φ1,2, comme il s'agit du flux envoyé par le circuit 1 à travers le circuit 2, eh bien, ça vaut M1,2I1 et vous avez la relation qui est là. Ensuite, on fait la manip inverse, on va laisser C2 fixe et on va éloigner C1 jusqu'à l'infini à courant constant. Eh bien, le travail T1 des forces magnétiques subies par C1, cette fois-ci, ça va être I1, puisqu'on est en train de parler du circuit 1. Donc, c'est le courant qui traverse le circuit 1, multiplié par le flux qui le traverse dans sa position finale. Et comme dans sa position finale, il est à l'infini, il est traversé par aucun flux de la part du circuit 2. Donc, 0, moins phi de 1, puisque au départ, quand je suis parti au début, eh bien, il était traversé par le flux que le circuit 2 lui envoyait. D'où la formule que je vous ai donnée là. Et puis en mécanique, vous connaissez le principe de l'égalité de l'action et de la réaction, puisque le déplacement relatif des deux circuits est le même, les deux travaux doivent être égaux. Et la conséquence de ce fait, on le voit très clairement, c'est que l'égalité de ces deux travaux impose que M1,2 égale M2,1 égale grand M. Donc la démonstration n'est pas à connaître. La seule chose que vous avez à retenir, c'est que dans les faits, on définit bien M1,2 et M2,1, mais que ces deux coefficients ont en fait la même valeur à cause de ce que je viens de vous expliquer. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, vous, parce que c'est important, M est l'inductance mutuelle des deux circuits. M va s'exprimer en Henry, comme L. M ne dépend que de la forme et de la position relative des deux circuits et du milieu. M peut se calculer tout comme L, mais à partir du flux du champ magnétique créé par un des circuits à travers l'autre, divisé par le courant traversant le circuit créant le champ. Et vous avez fait de toute façon l'exercice en TD, puisque c'était le sujet numéro 27, circuit couplé. Donc, vous avez avec ce TD-là un exemple de calcul de L et bien entendu un exemple de calcul de M. Alors, maintenant un petit peu comment ça se passe. Donc, moi, j'ai fait deux circuits ici. Donc, je connais le sens des courants sur les parcours à un instant T donné. C'est moi qui les ai alimentés, ces deux circuits. Alors, pour répondre à votre question, je ne sais plus qui me l'avait posée, vous allez choisir un sens de circulation sur les parcours dans le sens des courants. On va donc commencer comme ça. On choisit un sens de circulation sur les parcours dans le sens des courants. Et puis, on voit qu'on va faire les calculs. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans les calculs, c'est que je vais m'intéresser au circuit 1, le sens de circulation du courant, le sens que j'ai choisi, va me permettre de déterminer